Donc me revoilà. Me revoilà. Donc ils sont là, Noman et David Perrotin, ils sont là. Ils vont commencer dans 5 10 minutes. Donc si vous avez déjà des questions pour eux, vous pouvez les noter dans le chat et puis moi je vais leur donner, leur transmettre. L'idée c'est que moi je m'efface complètement, c'est eux et vous. Vous discutez ensemble. Pour rappeler, Noman, c'est quelqu'un qui est un photographe, qui est le rédacteur en chef de Fumigène Magazine, qui fait partie du collectif Œil, voilà, dont on retrouve des images d'ailleurs dans Un pays qui se tient sage, notamment ce tabassage boulevard Magenta à côté de la place de la République pour ceux qui connaissent. Des gens qui frappent très fort, des braves qui frappent très fort des manifestants et qui s'en vont sans rien faire, sans les interpeller. C'est-à-dire que voilà, c'est de la violence gratuite sans aucune autre finalité que la violence. Et David Perrotin, eh bien, vous le connaissez sans doute bien. Il a été longtemps à Loopsider. C'est lui qui a sorti la vidéo de Michel Zecler. Et aujourd'hui, il a rejoint Mediapart. En fait, il était déjà plus ou moins pigiste sur Mediapart. Donc évidemment, je pense que vos questions vont pouvoir se baser surtout sur leur travail, leur façon de travailler, d'envisager les choses. Ils ont une expérience certaine du terrain pour Noman, de l'enquête pour David. Et bah, surtout, voilà, lâchez-vous et posez-leur des questions ou si vous avez envie de commenter leur travail, n'hésitez pas. Donc au début, il y aura un petit souci de son. Parce que bon, moi je me suis lancé comme ça, à corps perdu, dans Twitch, sans trop bien réfléchir. J'ai essayé de voir quel matos prendre, etc. Donc on bricole, on improvise. Et heureusement, il y a l'aide de Rial, que je remercie infiniment pour son sérieux, sa rigueur, de François et de Robin, que je ne connais pas. C'est des trois personnes que j'ai, voilà, qui sont pour l'instant modérateurs et modératrices, et avec qui on est en train de finaliser un serveur Discord qu'on va vous présenter, je pense, dans le week-end, pour essayer de bâtir bah, cette communauté, la naissante, qu'on est en train de faire ensemble. Voilà. Alors, vous dites un petit reset au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas ce que disent justement Robin et, euh, et François. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je relance le stream? On pourrait faire ça, hein, il n'y a pas de souci. L'idée, ce serait de relancer le stream. Est-ce que ce serait une bonne chose, les amis? Ils sont allés manger, je parie. Voilà. Alors, si je veux relancer la caméra, il faut que je me lève. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Donc, on va démarrer dans quelques instants.
avec David. Alors, est-ce que je relance le stream ou pas? Ok, pas besoin. D'accord. Alors on y va, on y va, on y va. Ben, je transmets déjà vos questions. On attend un petit peu le démarrage. Et donc là, on voit Mélanie qui s'occupe de toute l'organisation de tous les débats autour d'un pays qui se tient sage, qui est en train d'attendre le signal. Et alors moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de bruit pour pouvoir régler le son. Voilà, voilà, voilà. Et donc, je vois au-dessus David et Noman, David Perrotin et Noman qui sont là. Bon, écoutez, de toute façon, ça fait partie des plaisirs de Twitch, tout ce, tout ce bazar. Donc là, Mélanie est en train d'attendre le signal. Alors, c'est bon, normalement, on est connecté, il me semble. Bienvenue à toutes et à tous sur cette séance très très spéciale, puisque virtuelle, de Un pays qui se tient sage. Donc, c'est une séance qui prend place sur la plateforme qui a été lancée par Jour de Fête, le distributeur du film, le 2 mars, donc il y a 2 jours, pour lancer finalement la sortie VOD et DVD du film donc, de David Dufresne que vous avez eu l'occasion de découvrir ce soir, de redécouvrir, ou tout simplement vous avez l'occasion de nous rejoindre par Facebook ou par Twitch, parce qu'on est également sur les deux réseaux en même temps. Donc ce film est sorti en salle le 30 septembre dernier, et non, dans une vraie salle, parce que ça existait encore à ce moment-là. Donc il était sorti dans une vraie salle le 30 septembre dernier, et là il sort en VOD et en DVD. Et donc, du coup, on propose de continuer ce qu'on avait déjà fait en salle, à savoir de faire des séances qu'on fait suivre de débats avec des intervenantes et des intervenants. Comme je l'ai dit très rapidement, donc le film est aussi sorti en DVD, donc qui se présente comme ça. Donc c'est un double DVD sur lequel il y a le film, mais également 1 heure de bonus. Là, il y a des scènes complémentaires qui ne sont pas dans le film, qui sont sur ce DVD. Et il y a une captation qui avait été faite lors d'une avant-première géante au cinéma Les 7 Parnassiens, une captation qui avait été faite par Cerveau non disponible, et qui nous rappelle ce temps des salles qui, on l'espère, va revenir très vite. Et le DVD s'accompagne également d'un livret dans lequel David Dufresne parle justement de sa tournée dans les salles, parle des directrices et des directeurs de salles qu'il a pu rencontrer, mais également des publics, des collectifs qu'il a pu rencontrer ou retrouver. Et donc voilà, ça nous ramène un petit peu à la salle, et c'est un bel hommage rendu à ces lieux essentiels. Donc voilà pour le petit instant promo. Et pour vous dire qu'on aurait dû donc initialement faire une séance débat au mois de janvier au cinéma L'Entrepôt dans le 14e arrondissement avec David Perrotin. Bonsoir David. Merci d'être là virtuellement. Du coup, c'est déjà vraiment beaucoup d'investissement. David, très rapidement, donc toi, tu es journaliste à Mediapart, que tu as intégré au mois de décembre dernier, il me semble. Ouais, c'est ça. Et auparavant, tu étais journaliste pour Loopsider, et tu as donc révélé la vidéo du passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler par des policiers dans les locaux de sa société de production dans le 17e arrondissement. Tu as travaillé également pour d'autres médias, pour en citer quelques-uns. Il me semble que tu as travaillé pour le JDD, pour E89, pour BuzzFeed France. Et donc là, tu es chez Mediapart au service société pour couvrir ce qui touche
aux violences policières, mais pas uniquement, sur aussi d'autres sujets de société. Donc merci d'être avec nous et on espère te retrouver aussi plus tard en vrai dans une vraie salle, du coup comme prévu. Comme prévu et comme a pu déjà l'expérimenter Noman Kadoré, qui est avec nous ce soir également. Toi, tu avais déjà fait un débat sur le film. C'était, je ne sais plus exactement quand, mais c'était à l'espace 1789 à Saint-Ouen, donc devant une salle bien pleine, si je me souviens. Et tu avais partagé le débat avec la journaliste de l'Humanité, Lola Ruscio. Tu es photoreporter indépendant et tu as cofondé le collectif Œil avec le photographe Julien Pitinome. Et donc, c'est un collectif, tu nous en parleras pendant le débat, mais c'est un collectif donc, de photographes indépendants. Et vous faites également des ateliers en milieu carcéral, mais aussi dans les écoles, dans les quartiers d'éducation à l'image, finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et tu es co-rédacteur en chef aussi, je crois, de Fumigène, qui est un trimestriel papier, mais qui est également disponible en ligne gratuitement. Donc, je vous invite à regarder ce qu'ils font. C'est vraiment très intéressant et c'est un bel objet. Donc, c'est sur fumigène.org. Donc, allez faire un tour, ça vaut vraiment le coup. On a déjà des questions, en fait, parce qu'il faut savoir que David Dufresne n'est jamais loin. David Dufresne est avec nous ce soir et il est sur son Twitch et il me transmet les questions. Donc, on va enchaîner tout de suite. Il y a une question donc, pour toi, David. Est-ce que tu es toujours en relation avec Loopsider et comment va cette ancienne maison? Est-elle en croissance? Alors, je suis toujours en relation avec eux parce que je suis parti en très bon terme et en plus parce que je raccroche à peine avec le directeur de publication de Loopsider parce que on a écrit des choses sur l'affaire Michel Zecler. Et est-ce que c'est en croissance? Bah oui. Alors après, moi, j'ai plus le nez dans. Enfin, je l'avais pas avant déjà dans les chiffres, etc. Mais en tout cas, sur la partie éditoriale, je sais que quand je l'ai quitté, il se portait très bien, le média, et qu'il y avait une volonté qui semble se confirmer de s'occuper de traiter, par exemple, des sujets engagés comme les violences policières, mais comme les violences sexistes ou sexuelles et d'autres, les questions environnementales. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucun problème. Ils sont en croissance et ils comptent se développer. Il y a d'ailleurs quelqu'un, je crois, qui arrivera prochainement dans leur équipe. Donc, voilà. D'accord, on attend qu'il y ait un peu d'autres questions. Moi, j'ai peut-être posé une petite question aussi en attendant, alterner un petit peu. Noman, il semble qu'il y a des images que toi, tu as vendues pour ce film-là. Tu peux nous parler un peu de ces images-là, nous dire desquelles il s'agit et le contexte dans lequel tu avais pris ces images, peut-être? Ouais, tout à fait. Alors, les images que j'ai eu la chance de distribuer dans ce film et de vendre, et c'est important de le dire, et de remercier aussi David là-dessus, qui a vraiment été réglo, et je l'avais déjà dit à la première projection. C'était vraiment chouette de pouvoir vendre des images dans ce film-là et de vivre en fait et de gratifier aussi notre travail sur le terrain. Les images que j'ai distribuées, du coup, c'est les images des 2 agents de la Brave le 5 décembre 2019 qui redescendent le boulevard Magenta et donc il y a toute une colonne de Brave M, donc c'est les brigades de répression de l'action violente motorisées qui redescendent le boulevard Magenta, donc entre Gare du Nord et Place de la République. Toute la colonne passe devant un individu qui est au sol, qui est en boule par terre. Aucun policier ne regarde cet individu. Donc vraiment, ils redescendent sur autre chose. Et les 2 derniers policiers de la colonne, en fait, s'arrêtent sur l'individu et le rouent de coups. Et donc, c'est des images qui durent seulement quelques secondes. Et j'ai eu le temps, en fait, d'arriver. Moi, je remontais le boulevard à ce moment-là et j'ai eu le temps d'arriver sur cette séquence. Du coup, les 2 policiers le tabassent jusqu'à lui mettre des coups de pied. Et je crois que ce qui a été le plus choquant dans ces images, c'est évidemment les coups de matraque qui sont démesurément violents par rapport à la scène, à savoir quelqu'un qui est en boule par terre. Mais ce qui a beaucoup choqué aussi autour de moi, c'est de voir que l'individu n'a pas été interpellé à l'issue de ce matraquage. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment un matraquage complètement gratuit. Quand bien même il aurait commis un délit, évidemment, je ne suis pas favorable à ce qu'il se fasse tabasser ou interpeller, mais en tout cas, les policiers auraient plus facilement justifié cet acte. Et là, on a vraiment l'impression que c'est du défoulage, en fait. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. David, où en est la plainte du syndicat policier dans l'affaire Zecler?
Bah, pour l'instant, enfin, je ne sais pas si tout le monde, mais oui, il y a un syndicat de police proche de l'extrême droite qui a monté une vidéo qui est, je le reconnais, très, très habile pour relayer des théories complotistes et en fait laisser penser que tout aurait été manipulé dans le sujet de l'agression de Michel Zecler. Et ils ont annoncé aussi une plainte pour, je crois que l'intitulé, c'est Altération de la vérité d'un document privé. Donc, c'est m'accuser et accuser Loopsider d'avoir trafiqué et manipulé les images de vidéosurveillance. Je n'ai pas reçu de plainte pour l'instant. Bah, j'espère qu'ils la déposeront parce que, vu le nombre de fois qui a été annoncé le dépôt de cette plainte, voilà. Et bah, j'ai hâte d'aller m'expliquer au tribunal s'il le faut pour démontrer pourquoi c'est bien une agression et pourquoi il n'y a absolument aucune manipulation dans le sujet qu'on a publié avec Pseudo. Merci. Alors, je suis désolée, j'ai pas du tout donné les noms des personnes qui posent des questions. Je vais un peu vite. Donc, je le ferai à partir de maintenant. Et pardon pour les personnes. Donc, pardon pour. Bon, en même temps, c'est vrai qu'avec vos pseudos, parfois, vous n'êtes pas facile non plus. Hein. Pardon à Scorch Music, je n'ai pas dit ton blaze. Et à Periodista, c'était plus facile. Dominique pose une question à Noman. Quelle est l'évolution du métier sur le terrain ? C'est compliqué de répondre à cette question. L'évolution par rapport à quel point de départ, je ne sais pas si on parle des photographes des années 80 ou des photographes des années 2016, mais je dirais en tout cas, moi, si je prends l'année 2016 qui a vraiment été un point de départ dans la visibilité de mes photos, et d'ailleurs, David Perrotin en a été un des acteurs directs, parce qu'en 2016, j'ai été le seul photographe interdit de manifestation par le préfet de police. Et c'est David qui avait sorti l'information. Et à la suite de l'article de David, il y a eu un déferlement médiatique autour de ça. L'évolution, elle est que c'est vraiment compliqué aujourd'hui de faire de la photo de terrain, de faire de la vidéo de terrain, de la radio ou du journalisme au plus près des luttes sociales. C'est compliqué parce que la police nous empêche de le faire. Hein, très concrètement, la police physiquement nous empêche de le faire. Donc, nous sort des dispositifs. Et la police nous empêche aussi de le faire en justice. Et donc, on a plusieurs journalistes indépendants qui ont comme ça des soucis avec la justice et qui vont se faire épingler sur un petit truc qu'ils auraient pu faire de travers. Et derrière, ils vont avoir un arsenal répressif qui va s'abattre sur eux. En parallèle de ça, la plupart des rédactions payent de moins en moins bien les piges photos. Donc, voilà, l'équilibre en fait entre une augmentation de la répression et une diminution réelle en fait du salaire, ça fait que c'est des conditions de travail qui sont assez difficiles et je pense qu'il faut voilà, que je salue toutes les collègues et tous les collègues qui quittent le terrain en fait, tout simplement. Il y a de plus en plus de photographes qui étaient à mes côtés en 2016 et qui aujourd'hui ne veulent plus, ne peuvent plus se rendre sur le terrain parce qu'ils ont peur tout simplement et que tout le travail policier a été fait pour qu'on ait peur en fait. Et la loi de sécurité globale qui est en train d'arriver va dans ce sens-là, et le nouveau schéma du maintien de l'ordre qui nous empêche de rester sur les dispositifs va aussi dans ce sens-là. Tu ressens la même chose que ce que vient de dire Noman de ton côté, David ? Ouais, alors pas personnellement parce que je ne suis pas photographe et j'ai moins l'habitude, enfin avant si, mais maintenant j'ai moins l'habitude des manifs que Noman ou d'autres, mais c'est clair que je ressens cette évolution en fait, c'est ce que tu disais Noman sur cette double évolution, à la fois plus de répression et une précarité qui est très présente et c'est paradoxal parce que moi je me rappelle pour aller dans le j'en profite que Noman soit là parce que du coup je me rappelle d'un sujet que j'avais fait à BuzzFeed à l'époque. C'était à l'époque de la loi travail sur les journalistes qu'on avait dit, que j'avais appelé indépendants, mais même si je conteste un peu ce terme, et qui étaient justement molestés ou empêchés de faire leur boulot, notamment par les forces de l'ordre. Moi, ce que j'avais constaté à l'époque, en 2016, c'est qu'il y avait une espèce de transition. C'est que la couverture, la façon de couvrir les manifestations, elle était assez nouvelle. C'est-à-dire qu'on avait moins de journalistes traditionnels qui étaient dans les manifs. On faisait toujours nos papiers, etc. Mais on restait pas. En plus, c'était à l'époque de Nuit debout, donc c'était des manifs qui pouvaient s'éterniser toute la nuit, etc. Et en fait, ceux qu'on retrouvait en première ligne tout le temps, c'était les photographes comme Noman,
les vidéastes, etc., ceux qui ne sont pas forcément, pour d'autres, attachés à des rédactions. Et en fait, c'est eux qui ramenaient les images. C'est grâce à eux qu'on pouvait prendre conscience parfois des violences policières ou même de la lutte en général. Et pour autant, c'est ceux qui, pour certains, triment le plus. Donc il y a vraiment ce paradoxe qui, à mon avis, n'est toujours pas réglé, quoi. Alors, il y a un petit mot donc de Valk Photo pour David. Merci au passage à David Perrotin pour la délicatesse et la force qu'il a donnée aux frères et à la sœur de Steve Maia Canisso. C'est rare et ça fait du bien. Je veux bien qu'il explique un peu comment il travaille auprès des victimes en général. Ça peut nous aider à comprendre. Comment je travaille auprès des… Bah, en fait, alors, j'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas, mais si je prends l'exemple de Steve, parce que c'était un sujet, on avait fait 2 sujets avec Outsider, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'avait marqué. Bah, tout simplement parce que, en fait, on a lancé le sujet, donc ça veut dire prendre contact avec ses proches, aller à Nantes pour faire des interviews, et donc là, c'était avec une caméra parce que c'était pour l'Outsider, mais en fait, c'était le moment où Steve, on évoquait une disparition. On n'avait pas retrouvé son corps. Donc, du coup, c'était assez délicat parce que moi, quand je vois le sujet, je le vois d'abord sur soit des réseaux militants, soit sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et en fait, c'est vrai que par rapport à d'autres sujets, je n'ai pas eu la présence d'esprit de le traiter tout de suite. Je pense qu'il y avait un manque de temps, etc. Donc, en fait, c'est que comme le temps de la disparition a duré longtemps, bah, un jour, on a décidé qu'on allait le traiter, et en fait, on s'est rendu sur place pour aller parler un peu à ses proches, et on n'avait pas filmé sa famille dans un premier temps. Et c'est vrai que c'est un sujet qui avait remué parce que rapidement, le corps de Steve a été retrouvé. Et en fait, je pense, pour répondre à la question, mais j'ai pas de modèle tout fait, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une proximité avec… Enfin, je pense qu'il y a un respect fondamental des victimes ou des proches des victimes qui permet en fait de pouvoir après suivre des affaires ou faire plusieurs sujets. Je pense que dans le cas de la famille de Steve, il y avait un truc tout bête. La famille ne voulait absolument pas s'exprimer dans un premier temps. J'ai pas insisté, et j'ai considéré qu'un sujet sur Steve pouvait absolument se faire sans interviewer ses proches. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est sa famille, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a interviewé ses amis. C'était un beau sujet dont je suis fier parce que voilà, ça me tenait à cœur. Et après, quand on a hélas retrouvé le corps de Steve, la famille a pu nous donner des éléments pour faire un portrait de Steve qui était aussi très touchant, parce qu'on le voyait quand il faisait du théâtre, on voyait, voilà, on apportait un peu plus d'humanité à ce nom que pouvait mentionner le ministre de l'Intérieur, mais sans trop de considération. Et puis en fait, c'est ce travail-là au long cours qui a fait que 1 an après, on a pu rencontrer son frère et sa sœur. Son frère s'était jamais exprimé. Je pense que voilà, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Peut-être que parfois, j'ai pu manquer de tact, mais il y a vraiment cette idée de je vais pas insister, en fait. Je vais pas insister pour faire parler des gens ou pour traiter un sujet. Et par exemple, parfois, quand il y a des médias qui sont en concurrence, je me mets pas en concurrence sur ce genre de sujet en premier temps. Donc, je pense qu'il y a un respect qui permet de… Et j'ai considéré un sujet sur Steve pour la parole, mais je pense qu'il y a aussi le fait de travailler sur ces questions-là. On en reparlera tout à l'heure, mais moi, il y a une vraie… moi, j'ai un peu travaillé sur les violences policières par hasard. Et je me rappelle quand j'allais aux manifs et que je rencontrais Noman, mais quand j'ai aussi été en contact avec David Dufresne, j'avais pas leur expérience peut-être ou la connaissance de ce sujet. Et en fait, au fur et à mesure, quand on travaille sur un sujet, on passe par plusieurs étapes. Au début, on a peur d'être étiqueté. Je sais que moi, il y avait aussi cette volonté de faire carrière, journalistique. Et donc, du coup, parfois, on se dit, les gens vont nous étiqueter, on va croire que je suis obsédé par ces questions. Puis à un moment donné, c'est vrai, et on se dit, non, en fait, c'est un sujet fondamental. Donc, en fait, je vais l'assumer de le traiter. Et je pense que tout ça permet aussi d'être identifié sur certains sujets et de pouvoir après faire des sujets comme j'ai fait avec la famille de Steve, par exemple. Merci beaucoup pour cette réponse. Et je crois, pardon, je rebondis, mais David a parlé de quelque chose de fondamental, c'est le temps, en fait. Et c'est vrai qu'on voit, à contrario des médias plus traditionnels ou mainstream, comme sur CNews, BFM, la plupart des journalistes, en fait, ne prennent pas le temps. Alors, il y en a qui aimeraient le prendre, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des consignes éditoriales très claires.
Et du coup, on voit tous les ravages et tous les dégâts que ça peut faire, notamment sur les familles de victimes, mais notamment aussi sur les quartiers populaires ou sur certains secteurs en lutte. Et c'est vrai que David, on voit que tu as quand même une vraie continuité et que tu as pris ce temps-là. Et pour t'avoir, enfin voilà, on se croise depuis longtemps et notamment, on s'était croisé aussi auprès d'une famille à Pantin, il me semble. Euh, c'est un travail qui est fondamental en fait. Et je crois que c'est ce travail-là qui peut permettre de réconcilier les gens et les médias, ou en tout cas les gens et certains médias, parce qu'il y a une vraie rupture qui est évidente et qu'on ressent au quotidien. Aujourd'hui, je pense que pour David, c'est pareil, mais quand on va quelque part et qu'on dit qu'on est journaliste, très souvent, le premier réflexe, c'est que les gens nous demandent de partir, plus ou moins gentiment. Mais, euh, mais voilà, en fait, tout ça, on paye finalement le travail qui a ravagé, en fait, qui a été fait par BFM notamment et CNews. Tu veux réagir, David, peut-être, ou parce qu'on a un peu le temps, hein, si jamais. Bah, pareil, ça va me rappeler une anecdote sur la défiance des médias, parce que je pense que c'est vrai, j'avais oublié ce point-là, et le temps du coup qu'on peut prendre. Euh, Moi, je me souviens de la mort d'Adama Traoré, et en fait, j'ai regardé ça un peu. Enfin, je pense que c'est fascinant d'explications les jours qui ont suivi, notamment dans ce rapport aux médias, parce que moi, je me souviens d'une conférence de presse qui avait été organisée à la hâte à Beaumont-sur-Oise. Et en fait, là aussi, je pense qu'il y a quelque chose il y a eu un avant et un après, parce que on a vu les proches d'Assa prendre le contrôle de cette communication et en fait refuser aux journalistes qui étaient donc c'était les chaînes d'information continue, etc. Prendre le contrôle et refuser justement de se faire dicter ce temps-là par les médias. Et en fait, ça a donné lieu à une conférence de presse assez houleuse, parce que je me souviens d'un moment qui m'avait marqué et j'en avais fait un article à l'époque. Je crois que les proches d'Assa Traoré avaient décidé quand est-ce qu'ils voulaient parler et ce qu'ils voulaient dire, et ça ne plaisait pas à certains journalistes dans la pièce. Et il y en a un qui avait dit, et ils avaient demandé à, je crois que c'était un journaliste de BFM, de partir. Et je dis pas ça pour taper sur BFM, parce que je pense que parfois, enfin, c'est pas mon rôle, et je pense que parfois les critiques sont trop faciles, mais même s'il y a des critiques très justifiées. Et le journaliste et des journalistes s'étaient manifesté en disant si BFM sort, nous on sort. Et en fait, c'était assez édifiant, parce que euh, j'ai vu à la fois comment c'était nécessaire et important que, par exemple, dans ces situations-là, on n'oublie pas que les victimes ou les proches des victimes, c'est à eux de décider et c'est leur temps. Et on a vu aussi une espèce un corporatisme vraiment néfaste, et vraiment néfaste, qu'on retrouve souvent dans les affaires de violence policière, et qui ne fait que alimenter la défiance envers les médias, quoi. Alors, Noman, une question pour toi. Tu es assez tranchant sur Twitter. T'attires-tu des menaces? Es-tu cyberharcelé? Alors, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a ma mère qui regarde le live et qui me corrige mes fautes de français en SMS. Donc, je vais aller doucement sur cette réponse. Mais oui, plus sérieusement, je reçois des menaces sur l'ensemble des réseaux sociaux. Mais ça me. En fait, souvent, ce que je fais, c'est que je le détourne avec ironie et j'essaye de répondre. Alors, en fait, moi, je réponds quasiment à tout le monde. Et par exemple, même si on me dit, je sais pas, voilà, l'autre jour, j'ai un ultra d'extrême droite qui m'a dit, je sais pas, qui a insulté ma mère, par exemple, je réponds en désamorçant, en disant, insulte-moi si tu veux, mais pas la daronne, tu vois, des trucs comme ça. Et souvent, en fait, c'est les harceleurs qui finissent par me bloquer et par arrêter de me répondre. Tellement, en fait, je les renvoie. C'est-à-dire, si on m'envoie, si je te croise, je te soulève, bah, je leur réponds pas où tu veux, quand tu veux. Mais je détourne le truc. Mais par contre, en effet, il y a des gens qui sont vraiment cyberharcelés et ça peut être hyper dangereux et très chronophage. Moi, il se trouve que franchement, je le prends avec rigolade, que ceux qui menacent, c'est ceux qui ne feront rien. Et voilà, j'ai été cyberharcelé suite au rassemblement de Génération Identitaire, parce que je me suis rendu au rassemblement, que j'ai fait un live, et ils n'ont pas apprécié que je sois tout seul en plein milieu de leur rassemblement de jeunes militants nazis. Et j'ai fait mon live, et depuis ça, je reçois pas mal de menaces. Mais s'ils nous regardent ce soir, on les salue, on espère que le film leur sera utile. On l'espère aussi, mais bon. Euh, alors,
Il y a aussi plein de très jolis commentaires hein, pour vous deux. J'en lis un encore Valk Photo. Noman fait partie des personnes qui font attention à rappeler que ça ne touche pas que les journalistes, pas que les professionnels. Celles qui documentent en général sont tous et toutes touchés par la répression. Bravo, échange remarquable, nous dit Aqua Jonas. Pertinent, bravo au travail des deux photographes et cinéastes. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On remercie encore une fois David et Colline qui sont derrière leur écran à me partager toutes ces questions et ces remarques. Comment va Michel Zecler? Où en est sa plainte? Il risque gros. Maintenant que l'ITT a été requalifié, non. C'est vraiment un sujet qui est effectivement intéressant. Et donc ça, c'est Git. Pardon si je n'arrive pas bien à prononcer. Hein, mais... alors, Michel Zecler, je l'avais vu, j'avais fait un sujet pour Mediapart récemment, et puis de toute façon, on échange quand même de manière assez régulière. Non, je ne peux pas dire qu'il va bien, parce que je pense que j'ai rarement vu. Après, en fait, c'est peut-être aussi parce que je le suis au long terme, mais c'est d'ailleurs, pour rejoindre le film, on voit la destruction que peut causer les violences policières, et du coup, lui, il est quand même un peu dans le même cas, parce qu'en plus d'avoir son tendon sectionné, il y a vraiment des conséquences psychologiques. Donc non, il va pas bien. Après, il essaye de se reconstruire, c'est ce qu'il disait récemment dans une interview. Et donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment... je pense qu'il y a quelque chose de compliqué à gérer pour lui, c'est quand on est le nom d'une affaire qui a pris cette ampleur, ça doit être difficile après pour gérer le quotidien. C'est ce qu'il me disait l'autre fois en me disant, moi, j'arrive plus à travailler, je suis producteur de musique, je vois toujours les groupes, etc., mais j'arrive plus à travailler. Donc, je pense qu'il y a vraiment des conséquences psychologiques assez importantes pour lui. Et après, sur la plainte, les policiers, 2 des 4 policiers poursuivis avaient été placés en détention, mais libérés. L'enquête, elle se poursuit. Moi, je la suis toujours. Je crois que Michel Zecler doit déposer de nouvelles plaintes, mais ce n'est pas encore effectif. Donc, je ne peux pas en dire plus. Et voilà, je pense qu'il y a... De toute façon, on sait comment ça fonctionne dans ce genre de situation. L'enquête, elle en est qu'à ses débuts. Donc, un procès, s'il a lieu, c'est dans longtemps. Donc, voilà. Je ne sais pas si je peux dire plus de choses, mais... bonsoir Mélanie Ngoye-Gam qui est là et qui commente et qui dit Noman que tu es très drôle. Si je ne sais pas si c'est le but non plus. Voilà. Donc Mélanie Ngoye-Gam que vous pouvez découvrir donc dans le film de David Dufresne. Qui a vraiment un témoignage très très émouvant. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, on vous encourage à voir le film, entre autres pour ce magnifique témoignage en tout cas. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est le moment peut-être le plus poignant du film, parce que le reste, il y a beaucoup de choses qu'on voit, qu'on a vu sur les réseaux, qu'on a vu chez nous, et j'avais l'occasion d'en reparler avec David, justement, Dufresne, cette fois-ci, mais le film, il nous cramponne un peu à notre siège quand même. Ça veut dire que je ne sais pas comment les gens qui l'ont vu depuis chez eux ont perçu le film, mais dans un cinéma, moi, personnellement, je trouvais ça assez terrible, et c'est vrai que le témoignage de Mélanie, voilà, j'ai trouvé ça... extrêmement fort parce que c'était juste et alors je ne veux pas trop spoiler mais voilà ce qu'elle explique sur la violence c'est je pense partagé par des milliers de personnes à travers le pays et elle a su le donner en fait, elle a su se livrer face à la caméra et ça a été très très fort et on la salue aussi pour tout ce qu'elle traverse et ce qu'elle a traversé dans cette lutte. Je reprends. Alors, Léa Michaelis demande comment documenter au mieux les violences policières et ou la révolte, notamment en manif par l'image, tout en étant sûr que ces mêmes images ne soient pas détournées à l'encontre de ceux qui subissent ces violences. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la vidéo qui a été détournée ensuite par rapport à Michel Zecler, entre autres. C'est à qui pour la question? Pour tous les deux, j'ai l'impression. Mais donc, que je me trompe pas, mais c'est documenté dans le sens où si la vidéo permet de montrer les violences policières, mais elle peut se retourner elle peut être utilisée par les forces de l'ordre, ou j'ai mal compris la question?
détourné à un moment donné. Alors par qui? J'imagine par les forces de l'ordre, mais par d'autres groupuscules ou syndicats ou autres, qui c'est plutôt de l'autre côté, des personnes qui dénoncent ces vidéos-là et qui à un moment donné vont se retourner contre ces personnes qui subissent ces violences, je pense. Détourner ces vidéos, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, Ouais, par exemple. J'imagine que c'est en tout cas ce que veut dire Léa quand elle dit ça, oui. d'accord. Ouais, parce que j'avais compris. Euh, Bah, en fait, moi, c'est tout simple. C'est-à-dire que je pense que les vidéos, mais aussi, en fait, quand on fait un travail journalistique pour révéler des violences policières, c'est pas juste un témoignage. Voilà, il y a une enquête. Et même quand il n'y a pas de vidéo, il peut y avoir une enquête. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'image qu'on peut pas révéler le témoignage d'une victime, etc. Et si je prends le cas de beaucoup d'affaires, mais l'affaire Chouvia, l'affaire Geneviève Leguet, l'affaire Zéclair, l'affaire celle que d'autres médias ont sortie, euh, il y a des éléments factuels, il y a des vidéos, des images, des témoignages, des éléments de procédure. Donc en fait, on ne parle pas de... le détournement, s'il y a un détournement, il s'appuie sur des bases soit complotistes, soit malveillantes. Mais moi, en fait, j'essaye vraiment, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec Michel Zecler, le syndicat, ça fait une semaine qu'ils essayent de propager partout leur théorie complotiste, aidés par des médias généralistes. Et en fait, je pense qu'il faudra sans cesse rappeler qu'il y a des faits à la base de ces histoires de victimes, etc. Et donc, même si on a l'impression de crier tout seul dans le désert, je pense que moi, la seule argumentation que je peux avoir par rapport au détournement, etc., c'est de dire aux gens, privilégiez les faits, regardez, lisez les articles, regardez les sujets, etc. Et c'est la seule façon qu'on a de lutter contre ces détournements ou cette contre-attaque des syndicats de police, de certains syndicats de police ou de certains politiques, pour prendre que ces deux catégories. Après, je crois qu'en tant que photographe, parce que Léa, il se trouve qu'on se connaît, qu'elle est photographe, et je vous invite à voir ce qu'elle fait. Elle fait un suivi notamment des colleuses et des colleurs contre les féminicides. Et elle fait vraiment, encore une fois, on parlait de temps tout à l'heure, elle fait un travail sur le long terme autour de ce mouvement, et c'est vraiment super ce qu'elle fait. Je crois que en tant que photographe, on a une responsabilité à essayer de suivre un peu nos images. Techniquement, à l'intérieur de l'image, on a des fichiers textes qui permettent, nous, de raconter notre image et qui nous permettent aussi, si c'est détourné, soit par un média, ça peut arriver, dans d'ailleurs n'importe quel sujet de ce qu'on peut traiter, une image qui peut vouloir dénoncer quelque chose peut être prise et publiée dans la presse pour dire autre chose. Moi, ça m'est arrivé, j'ai deux exemples. La voiture de policier en feu Quai de Valmy en mai 2016. Il se trouve qu'un jour, par hasard, enfin, j'ai fait cette photo et que cette photo s'est retrouvée sur un tract d'un syndicat de police très proche de l'extrême droite. Et donc, ils ont en fait retourné ce fait de révolte en un tract en disant, vous voyez, on est agressé et je vous laisse imaginer la difficulté de contacter le service juridique d'un syndicat de police si puissant pour réclamer des droits, c'est compliqué. Et l'autre fait que j'ai de détournement, c'est une photo aussi en 2016 d'un feu d'artifice dans une ligne de CRS. Et donc j'ai vraiment déclenché au moment où le feu d'artifice arrive dans les boucliers. Et donc il y a les CRS avec le jaillissement de feu d'artifice. Il se trouve qu'il y a 3 ans, au salon de l'armement, au Millipol, donc c'est des stands en fait qui viennent vendre des armes encore plus solides et encore plus répressives. J'ai un ami journaliste qui était là-bas qui était un peu infiltré et qui a fait des images vidéo des stands. Et donc c'est des stands où on achète des boucliers, des matraques et c'est des boîtes privées qui vendent de l'armement à l'État français. Et il y a un stand qui avait un écran géant. Et sur cet écran géant, en fait, ils avaient mis un slide de photos pour vanter justement leurs équipements plus performants. Et donc, il y a cette photo qui apparaît comme ça dans plein milieu du stand, en énorme. Et depuis un peu plus de 3 ans maintenant, je suis en litige avec eux pour faire reconnaître déjà que c'est ma photo. Et en fait, ils avancent des arguments extrêmement, euh, je trouve pas le mot, mais en tout cas, ils essayent de nier que c'est ma photo et ils disent que quand bien même ce serait ma photo, elle n'a rien d'original parce que j'ai juste appuyé sur le bouton et que du coup, ils ne me doivent rien en dommages et intérêts. Et maintenant, c'est eux qui souhaitent m'attaquer en justice pour procédure abusive. Donc voilà aussi comment les images peuvent être détournées et comment ça peut un peu se retourner contre nous. Alors, il y a plein d'autres questions qui arrivent et d'autres commentaires. Donc, c'est vraiment merci à toutes et à tous d'être super actifs. C'est très agréable.
Alors, pour David Merle 35, le flic qui prétend débunker l'agression risque-t-il quelque chose? Et on rajoute aussi la question qui va avec de Alex 5600 qui demande si tu connaissais ce fameux Bruno Attal, donc à l'origine de tout ce partage de vidéos, etc. Ce Bruno Attal-là, est-ce que tu le connaissais avant sa vidéo? Alors, non, je ne connaissais pas du tout ce syndicaliste, mais je crois qu'il précise qu'il est tout juste tout jeune syndiqué. Et de toute façon, alors connaître personnellement des syndicalistes du syndicat France Police, non. Et professionnellement parlant, j'ai pas eu affaire à ces gens-là avant, donc non, je le connaissais pas. Et après, ce qui risque, bah, il est clairement, c'est clairement, enfin, en tout cas, selon moi, c'est clairement établi qu'il s'agit de calomnie et de diffamation. Effectivement, je pourrais porter plainte, ou Loopsider pourrait porter plainte. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de Loopsider, s'ils veulent porter plainte ou pas. Oui, on pourrait très bien porter plainte en diffamation, mais en fait, j'y réfléchis parce que les accusations sont graves. J'ai vu ce que ça pouvait faire d'essayer de travestir la réalité et de balancer des théories complotistes sur l'affaire Théo. Et donc, du coup, oui, il y a quelque chose qui me dit que jusqu'au bout, il faudra mettre en avant les faits pour pas que les victimes soient salies et que cette histoire soit complètement travestie. Mais après, je ne suis pas trop pour la diffamation. Enfin, je parle pour moi, pour attaquer en diffamation. Là, j'ai fait un article pour répondre point par point. S'il faut aller plus loin, bah, je porterai plainte, mais pour l'instant, il ne risque rien parce qu'on ne les a pas attaqués, quoi. Alors, un commentaire de Abdelaziz Rigui qui dit « Les policiers appliquent déjà l'article 24, donc l'article 24 de la loi sécurité globale qui a été proposée, dans les quartiers en supprimant les vidéos ou en cassant les téléphones du talon. » Peut-être, Noman, tu veux réagir là-dessus? Non, bonjour Abdelaziz. Oui, c'est vrai en fait que malheureusement la police le fait depuis longtemps. C'est en ça que les lives, ça a permis un petit peu d'éviter ce truc-là. C'est sûr que quand d'abord on faisait des vidéos qu'on stockait et maintenant on peut les diffuser en temps réel, ça peut éviter ça. Il y a aussi l'application, alors j'avoue que je ne sais pas trop où ils en sont, mais l'application, euh, aidez-moi si vous avez le nom, qui a été lancée par Amal Bentounsi de Urgence de police assassine, qui permet de filmer et que ça soit stocké sur un serveur. Oui, UVP, je pense. c'est ça. Oui, Voilà, oui. urgence, violence policière. Donc, c'est des outils qui permettent de filmer, mais c'est vrai que malheureusement, on sait que la police applique déjà ce truc-là depuis longtemps. On sait que la police se cagoule. On compte plus le nombre de fois où en reportage, on se retrouve à avoir des appareils arrachés, des mains sur les objectifs d'appareils photo. En 2016, ils faisaient beaucoup, ils nous braquaient avec des lampes de poche hyper puissantes pour tromper en fait l'objectif de l'appareil pour pas qu'on puisse faire d'image. Donc vraiment tout ça, ça existe depuis longtemps et c'est en ça que laisser passer cette loi de sécurité globale, pardon, ça serait dangereux parce qu'en fait juste ça légalise une pratique qui est déjà en place malheureusement depuis trop longtemps dans les quartiers populaires et ponctuellement comme ça dans les manifestations. Merci beaucoup. Marion Beauvalet, bonsoir Marion, qui fait partie de Le Vent se lève, qui est un des partenaires aussi du film, qui nous avait beaucoup aidé sur plusieurs débats, qui dit le moment où Mélanie témoigne dans le film est incroyablement émouvant, elle dit des choses très justes, et il faudrait que plus de personnes puissent l'entendre. Et je pense qu'on est toutes et tous d'accord, évidemment, avec ça. Merci beaucoup Marion. Il y a Chimpzi qui dit bonsoir, où en est le quatrième pouvoir en France et les médias indépendants? Quel est votre point de vue? Je sais pas si Noman veut répondre. Je ne sais pas à qui il est adressé, ou je vais répondre. Je pense qu'il est quand même. Alors, il sera jamais assez présent et il y aura toujours. Enfin, en tout cas, moi, je suis absolument pas satisfait de la situation des médias en France pour plein de raisons. Mais je pense qu'il y a un quatrième pouvoir. Alors après, ça dépend ce qu'on entend par là, mais en étant chez Mediapart, je ne vais pas dire que Mediapart ne fait pas bouger les choses de la même façon que David Dufresne a fait bouger les choses, de la même façon que
même au-delà des journalistes, je pense qu'il y a plein de, comment les appeler, soit de militants, soit de gens qui font bouger les choses, même à travers les réseaux sociaux, etc. Donc, concernant le quatrième pouvoir, il y a plein de problèmes d'indépendance, notamment sur les modèles économiques. Il y a effectivement, je pense, des atteintes considérables à la liberté de la presse de manière régulière et je veux dire qui deviennent systémiques, c'est-à-dire que je pense, enfin, en tout cas, je pense que beaucoup n'avaient pas prévu qu'il y ait une telle atteinte à la liberté de la presse déjà sous le gouvernement précédent de François Hollande et encore plus aujourd'hui avec ce gouvernement-là. Et c'est pas exagéré de le dire. Et je pense qu'il y a une situation parfois catastrophique sur ces atteintes-là, mais je pense que beaucoup de médias jouent quand même encore pleinement leur rôle, soit de lanceurs d'alerte, soit pour montrer la réalité si je prends là le sujet qui nous tient, par exemple des violences policières, des gens. Nous-mêmes. Moi, non, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que le gouvernement. Pardon, il y a un écho. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on a quand même une multitude de réseaux sociaux qui nous permettent de documenter et d'informer. Et je crois que face à la défiance du média traditionnel et face justement aux attaques sur les journalistes, je crois que chacune et chacun peut prendre cette responsabilité à son niveau et peut être légitime de sa réalité et peut raconter sa réalité. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne se retrouve pas dans le discours, je dirais, des quelques médias dominants qui sont en 24/7 à la télé et que la seule alternative, c'est des médias comme Mediapart ou comme Reporter avec qui j'ai plaisir à travailler, il reste en fait chacune et chacun notre part à faire sur ce terrain-là. On voit bien que là, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a une multitude de gens qui ont émergé comme ça, qui à la base ont commencé avec un téléphone à la main et puis ils se sont un petit peu développés. Faut pas négliger le fait que ces gens-là ont une vraie audience et que si ils articulent leur légitimité de terrain, à savoir parler de ce qu'ils connaissent des luttes du mouvement des Gilets jaunes quand ils y sont, et s'ils articulent ça avec une déontologie et un sens sérieux dans l'information, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu, mais vu que David avait tout dit, j'ai essayé juste d'aller un petit peu plus loin sur le rôle des unes et des autres. C'est très bien, vous avez tous les deux très bien répondu à cette question. Cyrilou 421, à l'un et à l'autre, comment envisagez-vous le futur des reportages qui risquent d'être agités? Vous sentez-vous suffisamment soutenu par le entre guillemets cadre, que ce soit au niveau des rédactions ou autres? Et comment, en tant que simple citoyen, pouvons-nous aider, hormis en nous abonnant, bien sûr? Est-ce que ouais, oui, sur comment on envisage, j'ai oublié la première partie, mais c'est comment on envisage notre travail, quoi, si j'ai bien compris. En fait, il y a en fait, de dire que le cadre est safe ou que je suis assez soutenu, je pense que c'est tellement pas vrai pour tous les journalistes que ça n'aurait pas de sens que je le dise parce que voilà, moi à Mediapart, j'ai découvert donc depuis peu, mais même si je connaissais beaucoup de journalistes, à mon sens, mais je suis nouveau, mais un respect des pigistes, une attention particulière pour les journalistes et la façon qu'ils ont et les moyens qu'on leur attribue pour bosser. Donc, je n'ai pas parlé de mon cas. Après, je pense que oui, je suis quand même inquiet pour la situation des journalistes, des photographes, mais de la même façon que je suis inquiet pour même les militants qui vont en manif, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a… Moi, je me souviens de la campagne présidentielle et on sait que c'est des échéances qui bousculent un peu les habitudes ou qui les ancrent davantage dans la société. Donc moi, je me souviens de la dernière campagne présidentielle où c'était hallucinant de violence. C'est-à-dire que, alors après, moi, je n'ai pas non plus 20 ans d'expérience, mais c'est vrai que d'aller dans des meetings politiques et de voir des journalistes se faire cracher dessus ou que des hommes politiques, François Fillon pour ne pas le citer, mais il y en a beaucoup d'autres, faire siffler des journalistes ou les insulter, c'est quelque chose que, voilà, moi, je ne m'attendais pas à ça. Et en fait, ce qu'il faut se dire, et ce que je pense que les gens oublient un peu, c'est que là, c'est comme si on avait rendu systémique cette violence-là, que ce soit la répression de manière générale, et le film de David le montre très bien, mais c'est aussi cette violence à l'égard des journalistes. Et en fait, il faut savoir qu'un post Facebook contre des journalistes, une campagne de cyberharcèlement sur Twitter,
ça donne forcément lieu, in fine, à des coups en manif. Parce que cette violence-là verbale, cette violence-là numérique, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne envie à quelqu'un sur le terrain. Ah tiens, j'ai croisé des journalistes et ça m'est déjà arrivé par le passé. On va se le faire. Parce qu'on a systématisé l'idée que de toute façon, les journalistes étaient tous pourris, sans faire de distinction. Donc là, je parlais plutôt d'exemples de la droite ou de l'extrême droite, mais il y a hélas des exemples à gauche. Et je pense qu'il y a deux combats. Le premier combat, c'est d'être intransigeant face à ces violences. Et le deuxième, surtout, c'est ce que disait Neumann tout à l'heure, c'est qu'après, il faut regarder notre boulot. Il y a un vrai travail de confiance à rétablir. Je pense qu'il y a vraiment un problème de traitement médiatique sur plein d'affaires et qui est difficile à contrer. Parce que vous avez, pour beaucoup de gens, le journalisme ou les journalistes, c'est les chaînes d'infos ou les JT. Donc après, passer derrière ça, c'est compliqué. Et après, voilà, il y a une espèce de concentration à la fois de ces chaînes-là dont les gens pensent qu'ils font l'information et qu'ils incarnent le journalisme. Et après, il y a aussi un problème on va dire, la prééminence de l'opinion. Je veux dire, on passe notre vie à regarder ou à subir des éditorialistes ou des éditos et qui ne reflètent pas, moi en tout cas, moi je suis pour qu'on n'appelle pas un éditorialiste journaliste, mais pour aujourd'hui c'est ça, et je pense qu'ils font beaucoup de mal à notre métier. Ouais, et après, pour aller plus loin sur le soutien, concrètement, comment nous soutenir, je crois que c'est lorsque c'est des articles ou des sujets sur les réseaux sociaux, les partages, ça peut être bête comme ça, mais c'est vrai que plus finalement on est sur le terrain et plus la photo qu'on va montrer, elle va circuler, finalement plus on va toucher de gens, et c'est pour ça qu'on le fait. Quand moi je fais des photos, c'est pas pour les stocker dans mon ordinateur, c'est vraiment pour qu'elles soient vues le plus largement possible. Donc ça déjà c'est une forme de soutien. Et après en effet des médias comme Mediapart, comme Reporter, comme Street Press, il y en a quelques-uns comme ça qui ne fonctionnent principalement qu'avec les dons. Je sais que Reporter, par exemple, reporter.net, c'est gratuit, complètement gratuit, et ça fonctionne uniquement avec les donatrices et les donateurs. C'est-à-dire que c'est les donatrices et les donateurs qui sont finalement nos employeurs. Voilà, moi je pige ponctuellement pour eux. Et c'est des moyens, en fait, à petit niveau, de contrer les grands médias et d'être solidaires. Donc, voilà. Alors, je rappelle juste qu'avant que ce débat ne s'autodétruise, il nous reste 15 minutes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Du coup, voilà, il nous reste 15 minutes de débat parce que je rappelle qu'on le fait directement sur une plateforme en fait, qui retransmet ces débats sur différents réseaux. Mais voilà, on ne peut débattre qu'1 heure. On a encore pas mal de questions. Donc, je continue sur ma lancée. Alexandre Kaito nous dit bravo dit à David Dufresne, bravo pour ce super film et l'organisation de cette projection de débat. A-t-on des nouvelles concernant les différentes plaintes des victimes de violences policières? Est-ce qu'au moins une d'entre elles a abouti? Alors c'est compliqué comme question parce que ça dépend il y a tellement de victimes de violences policières que je ne saurais pas par laquelle commencer. Ce qui est certain, c'est que si je prends l'exemple des Gilets jaunes, il y a eu un vrai problème dans l'ouverture d'enquête de l'IGPN et surtout on va dire dans les poursuites. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été classées par le parquet et une des raisons principale, c'est l'impossibilité d'identifier les forces de l'ordre. Et c'est vrai que je pense, David Dufresne avait fait un très bon sujet là-dessus sur Mediapart, mais c'est pas pour faire de la pub. Mais dans le suivi de ces affaires, on constate que, moi, à mon sens, on a souvent l'argumentation, et notamment des représentants du gouvernement, de dire tout va bien puisqu'on ouvre des enquêtes. Il faut regarder l'issue de ces enquêtes. Et la réalité, c'est que, et il y a le défenseur des droits avait fait un rapport là-dessus, c'est consternant. C'est-à-dire que soit vous n'arrivez pas à identifier les policiers, soit les affaires sont classées parce qu'on considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments caractérisés, soit les procès arrivent au bout de tant d'années. Et il y a beaucoup d'exemples, notamment à Mediapart, qui montrent que les enquêtes peuvent être véritablement bâclées pour certaines d'entre elles. Donc, du coup,
la question, moi, je ne peux pas y répondre sur que deviennent les plaintes. Sinon, je peux dire que oui, à mon sens, il y a un problème de systémique et de structure sur le traitement de ces plaintes, parce que dès lors que l'IGPN, qui est un organe non indépendant, gère les enquêtes, vous avez toute une chaîne qui n'est pas indépendante. Et donc, on pourrait se féliciter et on pourrait se dire, finalement, c'est bien fait. Mais on constate, et les chiffres le montrent, les rapports le montrent, que les poursuites ne sont pas à la hauteur. Alors, une question pour Noman de Aqua Jonas. Avez-vous des relations, échanges, coopérations avec des photographes / cinéastes d'autres pays européens? Je pense à la Grèce, avec ce qui se passe en ce moment, là, avec les manifs, en Grèce, donc, autour de Dimitris Koufountinas. Koufountinas, pardon, excusez-moi. Alors, par rapport à la Grèce, j'ai eu la chance, l'opportunité d'aller en Grèce en septembre, je crois, pour couvrir le procès d'Aube Dorée. Et donc, j'ai rencontré des photographes là-bas. On est resté un petit peu en lien, des photographes de terrain qui font sensiblement la même chose. Après, il y a évidemment la barrière de la langue qui est compliquée, mais j'essaye de suivre de près ce qui se passe en Grèce, notamment parce que je travaille dans mon collectif avec Léo KS, qui est franco-grec et qui, du coup, lui fait véritablement le lien avec les milieux photographes et militants en Grèce. Voilà. Periodista vous demande à tous les deux, sur l'article 24, et peut-être l'occasion aussi de rappeler très rapidement ce qu'est l'article 24, puisqu'on n'en a pas parlé, tout le monde ne le sait pas forcément. Le Sénat, donc sur l'article 24, le Sénat ne parvient-il pas à opposer journalistes et non-journalistes dans la prise et diffusion des images? C'est une question. J'ai pas entendu la question. Alors, sur l'article 24, le Sénat ne parvient-il pas à opposer journalistes, donc d'un côté les journalistes et d'un autre côté les non-journalistes, dans la prise et la diffusion des images, dans le sens où j'imagine qu'il y a des citoyens lambda qui vont filmer et diffuser des images, mais il y a des journalistes qui le font, et pourquoi nous demande en tout cas Periodista, ils ne font pas la différence entre peut-être la légitimité probablement plus d'un journaliste que d'un citoyen lambda à filmer. J'imagine que c'est ce qui est dit dans cette question. Vas-y, David. Ouais. Moi, je suis contre le fait de cette différence, en fait. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais justement, dans tout ce qu'implique ce texte, au-delà des dangers que ça pose pour les journalistes, mais en fait, les dangers, ils sont pour tout le monde. Et il y a à la fois, vous avez un texte qui est dangereux pour tout le monde, parce que ça implique qu'on puisse ne pas filmer, ça implique un schéma de violence, c'est-à-dire que ce qu'on oublie trop souvent, c'est ce que disait Noman tout à l'heure, les policiers empêchent déjà les gens de les filmer. Donc en fait, c'est un rapport qui va légaliser ce que tu disais, une violence qui n'est pas normale. Et après, pour donner des arguments sur le fait que je suis contre cette opposition, c'est que je pense, vraiment, je n'ai pas fait de sondage, mais la plupart des affaires de violence policière, ou en tout cas beaucoup, sont révélées grâce à des badauds ou à des militants qui sortent leur téléphone ou qui documentent soit l'espace public, soit les manifestations. Donc du coup, à mon sens, justement, il faut absolument ne pas faire de différence entre journalistes et les autres sur cette question-là. Et moi, je crois justement que le nouveau schéma du maintien de l'ordre, donc qui consiste à demander aux journalistes de sortir lorsqu'il y a des sommations. Donc les sommations, c'est les appels de la police à quitter les dispositifs de manifestation, mais qui permet à des journalistes d'être accrédités par la préfecture de police pour les suivre et être avec des policiers. Justement, tout ça, pour moi, fait en sorte de créer un fossé entre les journalistes encartés, donc pour la carte de presse, et les autres. Le problème étant que, comme le disait David, il n'y a pas une image, elle n'est pas illégitime, en fait, qu'elle soit prise par un journaliste de l'AFP qui a 35 ans de métier et qui a du matos à 10 000 balles, ou une image qui a été prise par un jeune de 15 ans devant son lycée. L'image qui raconte un fait, elle n'est pas plus illégitime dans un sens ou dans l'autre. Le souci qu'ils sont en train de créer avec ce truc de les bons et les mauvais journalistes, c'est qu'ils sont véritablement en train donc, de créer deux camps, d'opposer deux camps qu'on vit déjà au quotidien sur le terrain, qu'on voit déjà. Voilà, les journalistes qui sont dans des agences depuis longtemps ont déjà un regard très méprisant sur la nouvelle génération, et finalement ça se répète à chaque fois sur les nouvelles générations qui arrivent. Mais il faut aussi voir qu'aujourd'hui,
avoir une carte de presse, c'est assez compliqué parce que les conditions d'attribution de la carte de presse sont restées les mêmes depuis des années, alors que les salaires en pige sont réduits année après année. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était plus facile parce que tu vendais quelques photos et tu arrivais à l'avoir. Aujourd'hui, quand on vend une photo dans le web à Télérama, c'est 30 euros. 30 euros brut ou Libération, le Check News, c'est 25 euros net. Donc en fait, avant de vivre de ça et avant d'avoir assez de revenus pour la carte de presse, faut beaucoup travailler. Donc il y a plein de gens qui font un travail formidable, journalistes ou pas, qui se définissent eux-mêmes journalistes ou pas, mais qui ont toute une légitimité à être sur le terrain. Et moi, je vois bien la différence de la carte de presse depuis cet été. J'attends le renouvellement pour l'année qui arrive. Et ma situation, mes conditions de travail ont complètement changé sur le terrain depuis que j'ai la carte de presse. Je peux aller quasiment partout. Les policiers me vous voient, les policiers tentent de me faire des blagues comme si j'étais passé dans un autre camp pour eux, le camp des journalistes avec la carte de presse. Donc je la sors le moins possible justement pour essayer de ne pas renforcer ce truc-là sur le terrain. Mais le fait est qu'il y a vraiment deux camps malheureusement. Et je pense qu'il faut vraiment défendre l'idée que ça n'a aucun sens. Alors, on va devoir aller assez vite. Il reste pas mal de questions, mais il ne nous reste que 5 minutes avant que tout se coupe. Et on aimerait bien remercier tout le monde avant que ce soit coupé de manière violente. Alors du coup, pourquoi, donc question de Nelly pour vous deux, pourquoi les journalistes de gauche ne disent rien sur le drame survenu à leur collègue à Reims? Donc très rapidement, le collègue à Reims en question, enfin, c'est Christian Lantenois, je crois, journaliste à l'Union, qui a été agressé récemment, il me semble, à Reims, dans le cas du moment où il couvrait, photographe, au moment où il couvrait même pas une manifestation, je crois. Peut-être que vous savez mieux que moi. En tout cas, je vous laisse Oui, répondre à Annie. il était sur le terrain et il a pris un projectile, vraisemblablement un pavé. Il est, à ma connaissance, aujourd'hui entre la vie et la mort. Et c'est terrible, évidemment, c'est terrible. Mais moi, je ne suis pas dans ce corporatisme. En fait, alors les journalistes de gauche, je ne sais pas si les journalistes de gauche ne se sont pas impliqués, sachant que le syndicat national des journalistes, qui est le SNJ, qui est rattaché à Solidaire, qui est quand même un syndicat, une fédération de syndicats très à gauche, a immédiatement évidemment sorti un communiqué. D'ailleurs, je suis moi-même syndiqué dans ce syndicat-là. Il y a eu un communiqué qui a été fait et j'ai quand même l'impression que la profession, et c'est tant mieux, c'est indigné de ce truc-là. Moi, par contre, ce qui me dérange, c'est la récupération qui est faite derrière par Gérald Darmanin, qui prend ce fait qui est terrible, mais qui est un fait divers. C'est-à-dire que c'est un journaliste qui a pris un projectile, ça reste dans la catégorie fait divers, si grave soit-il, mais Gérald Darmanin qu'en fait, en fait un espèce d'étendard de la liberté de la presse pour se servir de ça, pour criminaliser un peu plus les quartiers populaires. Alors que finalement, si on regarde dans la politique actuelle, la police a blessé très gravement beaucoup plus de journalistes que ce projectile qui, encore une fois, est malheureux, évidemment, et je suis très solidaire avec ce photographe et sa famille. Et ouais, pour rebondir, je ne sais pas ce que ça veut dire journaliste de gauche, je ne sais pas ce que ça veut dire soutenir, c'est-à-dire que je pense que vous demandez à n'importe quel journaliste dit de gauche, il vous dira jamais qu'il est heureux de ce qui vient d'arriver ou qu'il ne soutient pas la victime. Donc, parce que je pense que derrière cette question, il y a quelque chose qu'on retrouve très souvent, c'est pourquoi on vous entend jamais condamner telle chose, etc. Je pense que ce qu'on oublie, c'est que moi, je ne suis pas un responsable politique. J'ai pas mon rôle, c'est pas de condamner dès que il se passe des choses parce que moi on me fait le même procès. Je vais prendre une comparaison qui m'arrive plus souvent. C'est pourquoi quand une voiture de police brûle, on vous entend pas. Je pense que moi c'est pas mon rôle. Alors effectivement, après le problème c'est que Twitter incite à s'exprimer sur tout le temps, etc. Moi généralement, je m'exprime sur des sujets soit que je traite, soit que je connais parce que je les traite. Donc, si on me reproche de faire 15 tweets sur les violences policières et très peu de tweets sur un policier qui est blessé, c'est simplement parce que j'ai traité des affaires de violence policière et que ce n'est pas mon rôle de condamner, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Après, ça ne veut pas dire que effectivement j'ai de l'empathie, que je condamne de toute façon la violence en général et ces actes en particulier. Mais je pense que jouer à ce jeu-là, de faire le procès, je pense que ça n'amène rien de bon et c'est un faux procès. Alors, on va devoir prendre encore une ou deux questions parce qu'on n'a plus le temps, malheureusement. Mais après, de toute façon, vous pourrez continuer, si vous êtes sur le Twitch, du coup, sur le Facebook Live, à discuter entre vous. David avait fait ça la dernière fois et c'était plutôt intéressant. Question de Nadia Nad. Comment faites-vous
tous les deux pour tenir le coup à traiter à longueur d'année ces sujets? Bah, c'est un peu parce que ces sujets-là, mais comme d'autres, je pense que quand on fait ce métier-là, c'est que je pense que l'envie de raconter les choses, l'envie de raconter les injustices et de livrer les faits aux citoyens est plus forte que tout, en fait. Je pense que, pour le coup, je reprends un exemple, mais peut-être que certains policiers diraient la même chose de leur métier ou des médecins, c'est-à-dire que, ouais, il y a des histoires très dures, il y a très difficiles. Je pense qu'il y a une façon de se protéger, une habitude, mais en fait, c'est la passion du métier. Enfin, en tout cas, je parle pour moi et je pense ne pas me tromper de Neumann sur ça. Je pense que la passion et l'envie enfin, en tout cas pour ma part, l'envie de documenter les faits et les injustices. Peut-être même plus que l'envie encore, je dirais le besoin de le faire. Et quand on fait ce choix-là, moi j'ai commencé très jeune à documenter tout ça, c'était quelque chose de viscéral en fait. C'est-à-dire que je ne pouvais pas accepter. Moi j'ai été frappé par la police quand j'étais au collège, et depuis ce jour-là, je sais que ça a vrillé et je ne peux pas accepter que ces choses-là soient banalisées. Et c'est au moment où en fait je découvrais la photographie et depuis ça m'anime. Après, il y a pas des. Je me souviens d'images de David Dufresne une fois sur un plateau télé qui a fondu en larmes. Il y a des moments où c'est dur aussi. Et moi, j'ai des collègues, je me souviens notamment à la jungle de Calais, quand on a couvert la jungle de Calais pendant longtemps, où on est face à tellement de détresse humaine et tellement de vies qui sont brisées par des politiques à travers l'Europe, qu'il y a des moments où on craque et qu'on a besoin d'avoir des sas aussi, la famille, les proches, des moments à nous, pour nous. Et je crois qu'il faut vraiment s'autoriser ça, et pas que quand on est journaliste, quand on est sur les luttes, quand on est militante ou militant. Je pense qu'il faut s'autoriser des fois à se déconnecter un petit peu pour revenir encore plus fort, je pense. Mais ils étaient parfaits, ces mots de la fin, je trouve. Ils tombaient vraiment très, très bien. Merci beaucoup pour cette belle discussion. Merci David, merci Neumann d'être venu nous parler de votre métier. Et puis ça nous permet aussi de continuer à projeter différemment, certes, mais à le projeter quand même un pays qui se tient sage et à ouvrir ce sujet, à inviter des personnes qui sont en dehors du film mais qui sont liées. Et ça, c'est vraiment ce que David Dufresne voulait qu'on fasse avec ce film. Et c'est bien qu'on puisse le continuer. Donc, grâce à la plateforme de Jour de Fête, on va continuer à faire d'autres débats. D'autres débats seront prévus. Le prochain se tiendra aussi sur la plateforme. Vous trouverez le lien sur la page Facebook du film, les films qui font débat, ou sur le Twitter de David Dufresne, évidemment. Le prochain sera le 10 mars, donc avec Taha Bouafs. Et je crois que David est... Non, on l'a pas. Se fera avec Taha Bouafs et David Dufresne, donc le 10 mars à 19h30 également. Et le 16 mars, donc on retrouvera Mélanie Ngoye-Gaham, l'avocate au barreau de Rouen, Chloé Chalot, et la secrétaire générale du syndicat de la magistrature, Sarah Massoud, pardon, qui sera là aussi le 16 mars. Merci à toutes et à tous, merci à toute l'équipe de Jour de Fête, le distributeur, à toute l'équipe du Bureau Film, aux attachés de presse Robert et Célia. C'est une grande équipe qu'on a formée sur ce film et c'est toujours très très émouvant de pouvoir se retrouver sur ce film-là malgré la situation et puis de vous retrouver aussi David, Neumann et tous les autres et de vous retrouver vous qui posez toujours plein de questions super intéressantes. Donc merci beaucoup et puis à bientôt. Voilà. Ouais, merci à toutes et tous pour l'organisation. Et évidemment, merci aux gens qui regardent le live. Et puis, s'il y a des questions, on peut se retrouver aussi sur nos réseaux respectifs. Et harcelez pas trop David Perrotin, s'il vous plaît. C'est au policier que je parle, parce qu'on a besoin de lui. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux et on continuera avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merde pour les Césars. Et oui, puisque le film est nommé au César, merci David. Ce petit détail m'avait échappé. Voilà, il avait préparé cette fin de live. Même pas en plus. Il l'avait marqué en gros, il s'était dit, il faut absolument que je le dise à un moment. Il a des post-it sur son écran. Dont on aura le verdict donc le 12 mars. Voilà. Merci à tous. Et ben voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à David et à Neumann d'avoir joué ce jeu-là, c'est super. Donc vous étiez
je vais vous dire un truc, vous étiez plus prolixe sur Twitch que sur Facebook, ce qui m'enchante. Et donc, bah voilà, donc comment on travaillait, demande Klitsch Norris, bah simplement je prenais les questions que vous posiez et je les mettais dans un document que Mélanie retrouvait et pouvait lire. Voilà, c'est quelque chose de tout simple. Bah écoutez, je pense on va bientôt se quitter. Alors ce soir, je vais pouvoir lancer un raid parce que c'est bon. J'ai j'ai trouvé des comptes à qui envoyer ça. Alors, une fois encore, une nouvelle fois, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre bienveillance, votre curiosité. On sent aussi chez certains une, une véritable science de toutes ces questions-là. Je remercie évidemment François Robin et Eurial d'être là comme modérateur, modératrice, et bien plus que ça, parce que en fait, ils règlent avec moi tous les problèmes techniques. Enfin, je leur pose des problèmes techniques que eux règlent. Parfois à minuit, 1 heure, 2 heures du matin, on fait des essais, etc. On va. Alors, ah bah tiens, alors maintenant il faut voter les raids, mais vous rigolez ou quoi? Si je peux vous dire ce que j'ai sous la main. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, raid à condition qu'ils soient connectés. Oui, bien sûr. Ah, ça j'ai compris. En fait, là j'en ai deux. Il y a Breakdown et l'Antistream. Alors l'Antistream, ce serait sympa parce que il nous avait fait un raid il y a quelques temps, donc ce serait pas mal de lui envoyer tout ce beau monde. Donc soyez à l'affût parce que je pense que d'ici ce week-end, on fera un tout petit truc, une toute petite causerie entre nous, je veux dire sans thème particulier. Et lundi, a priori, c'est une grosse journée. Lundi, il y aura le Beauvau de la sécurité à 9 heures en direct. Ne ratez pas le Beauvau de la sécurité normalement en direct qu'on ferait ensemble, qu'on pourrait commenter. Et puis le soir à 19 heures, je vais vous proposer de regarder ensemble un film, Sécurité globale de quel droit, de Karine Parotte, qui sera avec nous à 20 heures, qui est donc la réalisatrice de ce documentaire. Donc à 19 heures, ensemble on regarde son documentaire qui est fait avec beaucoup de juristes. Ah non, j'ai pas mis l'option raid. Alors attendez, je vais voir si ça marche. Écoutez, j'essaie de lancer le raid. Si ça marche pas, on fera mieux la prochaine fois. Merci infiniment à tous. Soyez à l'affût ce week-end, on vous parlera du Discord qu'on est en train de monter. Et courage, courage. Et on tient bon. Voilà. Alors c'est parti, si ça marche, je lance le raid sur l'Antistream. Merci à tous.